Bonjour, je vous propose une vidéo sur le delta d'une option. Nous allons voir la formulation du delta et son utilisation. Plus précisément, nous allons premièrement voir les principes des lettres grecques. Deuxièmement, la formule du delta du call. Troisièmement, la formule du delta du put. Quatrièmement, des propriétés remarquables du delta du call, ce qui me permettra d'introduire la notion de gestion en delta neutre. Et cinquièmement, nous terminerons sur un exemple d'application numérique. Alors, à propos des lettres grecques, je voudrais préciser que celles-ci mesurent la sensibilité de la prime d'une option call ou put à la variation d'un paramètre de la formule de Black-Scholes. La sensibilité de la prime d'une option à la variation du cours du sous-jacent est le delta. La sensibilité de la prime à la variation de la volatilité est le vega. La sensibilité de la prime à la variation du taux sans risque est le ρ, et la sensibilité de la prime à la variation de la maturité résiduelle ou de la durée restant jusqu'à l'échéance de l'option est le θ. On a l'habitude d'ajouter à cela le gamma, qui est la sensibilité du delta à la variation du cours du sous-jacent. Alors nous nous concentrons ici, dans cette vidéo, sur le delta. Alors, pour aboutir à une formalisation, commençons par rappeler la formule de Black-Scholes. La prime du call grand C est égale à S phi de D1 moins E exponentielle de moins R taux phi de D2, où S est le cours comptant, S comme spot, ce qui veut dire comptant, de l'action sous-jacente, grand E est le prix d'exercice, petit r est le taux sans risque, et taux est la maturité résiduelle ou la durée restant jusqu'à l'échéance de l'option. D'après Black-Scholes, nous savons que D1 est égal à log de S sur 1 plus R plus sigma 2 sur 2 fois taux, le tout divisé par sigma racine de taux. Quant à D2, c'est D1 moins sigma racine de taux. Alors, phi de x est l'image de petit x par la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire 1 sur racine de 2pi intégrale de moins l'infini à x de exponentielle de moins t2 sur 2 dt. Quant à la fonction intégrée, f de t égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins t2 sur 2, ce n'est pas autre chose que la densité de la loi normale centrée réduite. Alors intéressons-nous au delta du call. Donc le delta du call, c'est la sensibilité de la prime du call à une variation du cours du sous-jacent. C'est donc la petite variation dc pour une petite variation du cours du sous-jacent ds. Je n'ai pas écrit delta c sur delta s, j'ai écrit dc sur ds. Petite variation de la prime sur petite variation du cours du sous-jacent. Bref, c'est C' de S. C'est un calcul de dérivée. Donc finalement, pour avoir le delta du call, il suffit de dériver par rapport à S la formule de Black-Scholes. C'est-à-dire de dériver par rapport à S, eh bien S fois phi de D1, D1 étant une fonction de S, puisque D1 est égal à log de S sur 1, plus un certain nombre d'éléments, moins E exponentielle de moins R taux fois phi de D2, puisque D2 est une fonction de D1, puisque D2 égale D1 moins sigma racine de taux, et que nous venons de voir que D1 était une fonction de S, nous pouvons dire que D2 est également une fonction de S. Alors, je prends cette précaution oratoire pour signaler que nous allons finalement être amenés à dériver la composition ou la composée de deux fonctions. Rappelons la formule de la dérivée de la composée de deux fonctions. La dérivée de u de v de x, u de v de x' est égale à u' de v de x fois v' de x. Alors faisons les calculs. Si je veux dériver la formule de Black-Scholes par rapport à S, tout d'abord nous avons S phi de D1 à dériver. Donc nous avons finalement un produit de deux fonctions à dériver. Et nous savons que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc la dérivée de S, c'est 1, que multiplie donc phi de D1, plus donc uv', c'est-à-dire S que multiplie la dérivée de phi de D1 de S, d'où le phi' de D1 de S.
Ensuite, moins e exponentielle de moins r taux que multiplie la dérivée de phi de d2 de s. Alors évidemment, lorsque j'ai une fois phi de d1 de s, je peux déjà dire que c'est phi de d1 de s. Par ailleurs, lorsque j'ai phi prime, eh bien j'ai en fait la dérivée de la fonction de répartition. Et nous savons que la dérivée de la fonction de répartition, c'est la densité. Donc à la place de phi prime, je peux écrire petit f, mais n'oublions pas que phi prime de d1 de s est la dérivée de la composée de deux fonctions. Donc oui, j'ai bien f de d1 de s, mais je ne dois pas oublier de multiplier par le terme v' de l'expression u' de v fois v', c'est-à-dire que je ne dois pas oublier de multiplier par d'1 de s. Et de la même façon, pour le dernier terme, j'ai moins e exponentielle de moins r taux que multiplie donc la dérivée de phi, c'est petit f, donc f de d2 de s que multiplie, encore une fois, la dérivée de d2 de s. Alors, nous savons que d2, fonction de s, est égal à d1 de s moins sigma racine de taux. Par conséquent, la dérivée de d2, d'2 de s, c'est d'1 de s, puisque la dérivée par rapport à s de sigma racine de taux, terme qui n'a rien à voir avec s, est égale à 0. Par conséquent, on obtient déjà le résultat intermédiaire suivant. Le delta du pôle est égal à phi de d1, je n'écris plus de s puisque les calculs de dérivée ont maintenant été faits, plus s f de d1 d'1 moins e exponentielle de moins r taux f de d2, encore une fois d'1, puisqu'on a vu à l'instant que d'2 était égal à d'1. Alors nous allons maintenant voir comment exprimer f de d2. Alors, je rappelle la formule de Black-Scholes, D1, D2, la fonction de répartition et la densité. Je rappelle également le résultat intermédiaire auquel nous sommes arrivés et je mets en évidence le fait que nous voulons maintenant f de D2. Alors, f de D2, c'est l'expression qui est en bas à gauche en rouge, dans laquelle je remplace t par D2. Et puis, je sais que D2, en bleu, c'est D1 moins sigma racine de taux. Donc f de D2 est égal à 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1,5 fois D1 moins sigma racine de taux au carré. Donc évidemment, nous avons reconnu l'identité remarquable. Et donc, nous avons 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1,5 fois D1 carré moins 2D1 sigma racine de taux plus sigma carré. Alors, nous savons que exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Utilisons cela ici. F de D2 est donc égal à 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1,5 de D1 carré, que multiplie exponentielle de tout ce qui reste, c'est-à-dire, alors, moins 1,5 fois moins 2, ben, ça fait 1. Donc, je me retrouve avec exponentielle de D1 sigma racine de taux, moins 1,5 sigma carré taux. Alors, D1, c'est le terme dont nous avons à gauche l'expression en vert. Nous constatons qu'au dénominateur de D1, nous avons sigma racine de taux, et nous constatons dans l'exponentielle à droite que nous devons multiplier D1 par sigma racine de taux, ce qui permet de se débarrasser finalement du dénominateur de D1. Et finalement, écrire que nous avons f de D2 égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins D1 carré sur 2, que multiplie, donc, comme j'ai D1 sigma racine de taux, je ne prends que le numérateur de D1, c'est-à-dire en vert, log de S sur 1, plus R plus sigma 2 sur 2 fois taux, et je n'oublie pas le dernier terme, moins 1,5 de sigma carré taux. Alors, évidemment, on a reconnu en rouge f de D1, 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins D1 carré sur 2, c'est f de D1, exponentielle de log de S sur 1, c'est S sur 1, que multiplie l'exponentielle de ce qui reste, et je développe, exponentielle donc de R fois taux, plus sigma carré sur 2 fois taux, moins 1,5 de sigma carré taux. Et il s'avère que les deux derniers termes, en marron sur votre écran, sigma carré taux sur 2 moins sigma carré taux sur 2 se simplifient. Et finalement, j'en arrive au résultat recherché, à savoir f de D2 est égal à f de D1 S sur exponentielle de R taux. Je voudrais signaler que ce résultat n'a aucune signification
concrète, ce n'est qu'un résultat intermédiaire qui va me permettre de finir la démonstration. Alors, justement, finalisons. Nous en étions restés à ce résultat intermédiaire selon lequel le delta du cône est égal à phi de D1 plus S f de D1 D' moins E exponentielle de moins R taux f de D2 D'. Nous venons de trouver que f de D2 était égal à f de D1 S sur E exponentielle de R taux, que je remplace donc dans la première équation, ce qui me donne phi de D1 plus S f de D1 D' moins E exponentielle de moins R taux. Je remplace f de D2, ça fait f de D1 S sur E exponentielle de R taux fois D', et je constate que les termes, entre guillemets, en relief, se simplifient. Grand E divisé par grand E, ça fait 1, exponentielle de moins R taux fois exponentielle de R taux, ça fait 1 aussi. Donc après simplification, je me retrouve avec le delta du cône qui est égal à phi de D1 plus SF de D1 D' moins SF de D1 D'. Et donc je constate que je peux faire une dernière simplification. Les deux derniers termes, SF de D1 D' moins SF de D1 D' se simplifient pour finalement nous donner que le delta du cône est égal à phi de D1. C'est-à-dire à l'image de D1 par la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Or, nous savons qu'une fonction de répartition est toujours comprise entre 0 et 1. Par conséquent, phi de D1, c'est-à-dire le delta du cône, est nécessairement compris entre 0 et 1. Voilà donc pour le delta du cône. Alors, passons maintenant au delta du put. Alors, le delta du put, c'est la sensibilité de la prime du put à une petite variation du cône sous-jacent, c'est dp sur ds, c'est-à-dire p' de s. Alors, il s'agit donc de dériver la formule de la prime du put. Or, la prime du put nous est donnée par la parité call-put. La parité call-put, c'est la prime du put grand P est égale à la prime du call grand C moins le cours comptant du sous-jacent, grand S, plus le prix d'exercice actualisé en temps continu, c'est-à-dire grand E exponentielle de moins R2. Si je veux calculer le delta du put, si je veux dériver cette expression par rapport à S, je vais prendre la dérivée du call par rapport à S, dc sur ds, moins la dérivée de S par rapport à S, ds sur ds, plus la dérivée par rapport à S de grand E exponentielle de moins R2. Alors, il s'avère que dc sur ds, c'est le delta du call. ds sur ds, par définition, ça fait 1. Quant à la dérivée de grand E exponentielle de moins R taux, qui n'a aucun rapport avec S, c'est égal à 0. Par conséquent, le delta du put, c'est le delta du call qui, nous le savons, est égal à phi de D1 moins 1. On peut en rester à cette expression. On peut également factoriser par moins 1, ou mettre moins, ouvrez le crochet, 1 moins phi de D1. Et 1 moins phi de D1, propriété de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, c'est phi de moins D1. Par conséquent, le delta du put, c'est moins phi de moins D1. Alors, rappelons que phi de D1, le delta du call, phi de D1 est compris entre 0 et 1. Rien ne m'empêche d'enlever 1 de part et d'autre de chacun des deux signes inférieurs ou égal. Donc j'ai moins 1, inférieur à phi de D1 moins 1, inférieur à 1 moins 1, ce qui fait 0. Et donc, puisque phi de D1 moins 1, c'est le delta du put, j'en déduis que le delta du put est nécessairement compris entre 0 et moins 1. Alors, on a en bas de la slide un petit graphique dans lequel on a en bleu le delta du call en fonction de la valeur prise par D1. En fait, j'ai pris un certain nombre de valeurs pour D1, comprises entre moins 5 et plus 5, et j'ai demandé à Excel de me calculer pour chacune de ces valeurs phi de D1. Et on a ainsi la courbe en bleu qui, on le voit bien, a des images, ou reflète plutôt des images comprises entre 0 et 1. Si maintenant je veux le delta du put, en orange, il me suffit de prendre le delta du call et d'enlever 1, donc de tout décaler de 1, et on voit bien que le delta du put est bien compris entre moins 1 et 0. Alors,
Passons maintenant à quelques propriétés fondamentales du delta du call. Nous allons voir trois cas. Premier cas, le call est at the money. Deuxième cas, ce sera le call est profondément in the money. Et le dernier cas, ce sera le call est profondément out of the money. Alors, on rappelle que le delta du call, c'est phi de D1, où D1 est l'expression qui est dans la grande parenthèse. Alors, si le call est at the money, ça veut dire que S est égal à E, ça veut dire que le cours comptant du sous-jacent est égal au prix d'exercice. Par conséquent, S sur E est égal à 1. Ce qui veut dire, en passant au log, que log de S sur E est égal à log de 1, c'est-à-dire à 0. Dans ce cas, si S est égal à E, je peux dire que D1 est égal à le log de S sur E disparaissant puisque c'est égal à 0, et donc égal à R plus sigma 2 sur 2 taux sur sigma racine de taux. Rien ne m'empêche de multiplier au numérateur et au dénominateur par racine de taux, ce qui nous fait R plus sigma 2 sur 2 que multiplie taux racine de taux, le tout divisé par sigma fois racine de taux fois racine de taux, mais racine de taux fois racine de taux, ça fait taux qui se simplifie avec le taux du numérateur. Par conséquent, D1 se retrouve égal, dans l'hypothèse où S est égal à E bien sûr, à R plus sigma 2 sur 2 fois racine de taux, le tout sur sigma. Alors, si taux tend vers 0, c'est-à-dire si l'option est très proche de l'échéance, eh bien, si taux tend vers 0, toute l'expression de D1 tend vers 0. Par conséquent, le delta du call, qui est égal à phi de D1, va tendre vers phi de 0. Et nous savons que phi de 0, vous pouvez vérifier dans une table ou à l'aide d'Excel, phi de 0 est égal à 0,5. Par conséquent, pour un call at the money, S égale E, proche de l'échéance, taux tend vers 0, eh bien le delta de ce call est environ égal à 0,5. Alors, ça veut dire quoi le delta est égal à 0,5? Ça veut dire que DC sur DS est égal à 0,5. Ça veut dire par un banal produit en croix que DC est égal à 0,5 DS. Cela veut dire, à titre illustratif, que si DS égale plus 1 euro, si le cours du sous-jacent augmente d'1 euro, eh bien DC, prime du call, variation de la prime du call, est égale à plus 0,5 fois 1, ce qui fait plus 0,5 euros. Ça veut dire que si le cours du sous-jacent augmente d'1 euro, la prime du call n'augmente que de 0,5 euros. Par conséquent, la variation de la prime de 2 calls est égale à la variation du prix d'une action sous-jacente. Si l'action sous-jacente augmente de 1 euro, eh bien 2 calls vont aussi globalement augmenter de 2 fois 0,5 égale 1 euro. La conséquence de cette remarque, c'est de pouvoir dire qu'il est possible de couvrir, on dit en delta neutre, la vente de 10 calls at the money est proche de l'échéance par l'achat de 5 actions sous-jacentes. Dit autrement, si j'ai vendu 10 calls at the money proche de l'échéance, je n'ai pas besoin pour me couvrir d'acheter 10 actions. Il me suffit d'en acheter seulement 5, c'est-à-dire 10 fois le delta de 0,5. Passons maintenant à l'hypothèse d'un call deeply in the money, c'est-à-dire un call profondément dans la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Après avoir rappelé bien évidemment la formule du delta du call qui est phi de D1. Ça veut dire que le cours du sous-jacent est très très supérieur au prix d'exercice. Ça veut dire que S sur E tend vers l'infini. Ça veut donc dire que D1, qui est égal à log de S sur E plus R plus sigma 2 sur 2 taux sur sigma racine de taux, tend aussi vers l'infini. Ça veut donc dire que le delta du call, qui est phi de D1, c'est la limite, lorsque x tend vers l'infini, de phi de x. Et nous savons que pour toute fonction de répartition, sa limite, lorsque x tend vers l'infini, est égale à 1. Par conséquent, on peut dire que pour un call deeply in the money,
le delta du call, dc sur ds, est égal à 1, ce qui veut dire, en faisant encore une fois un banal produit en croix, que dc est égal à ds. Ça veut dire que la variation de la prime d'un call, deeply in the money, est égale à la variation du prix d'une action sous-jacente. Ça veut dire que pour couvrir en delta neutre la vente de 10 calls profondément in the money, eh bien là, il faut acheter 10 actions sous-jacentes. Troisième cas, le call deeply out of the money. Alors, encore une fois, on rappelle la formule du delta du call. Et si le call est deeply out of the money, c'est-à-dire profondément hors de la monnaie, ça veut dire que le cours du sous-jacent est très très inférieur au prix d'exercice. Ça veut dire que S sur E va tendre vers 0. Et donc, ça veut dire que le log de S sur E, qui est dans le phi, va tendre vers moins l'infini. Ça veut donc dire que D1 va tendre vers moins l'infini. Ce qui veut donc dire que le delta du call va être égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de phi de x. Et nous savons que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de toute fonction de répartition, en l'occurrence de la fonction de répartition, la loi normale sont très réduites, est égale à 0. Par conséquent, pour un call deeply out of the money, son delta, dc sur ds, est égal à 0, ce qui revient à dire que dc est égal à 0 fois ds. Ça veut dire que la variation du cours du sous-jacent n'a aucun impact sur la prime du call. Dans l'hypothèse, encore une fois, d'un call très out of the money. Alors, muni de toutes ces considérations un petit peu théoriques, passons à un exemple pratique. Alors, on considère un call dont les 5 paramètres utiles pour appliquer la formule de Black-Scholes sont les suivants. Grand S, cours du sous-jacent, égale 120 euros. Grand E, prix d'exercice, égale 100 euros. Taux, durée restant jusqu'à l'échéance exprimée en année, 0,25. Sigma, volatilité du sous-jacent, 40%. Et petit r, taux sans risque, 2%. Alors, calculons la prime de scope. On a besoin de D1, log de S sur 1, c'est-à-dire log de 120 sur 100, plus R plus sigma 2 sur 2 fois taux, donc R c'est 2%, c'est-à-dire 0,02, plus sigma 40%, donc 0,4, au carré sur 2 l'ensemble fois taux, c'est-à-dire fois 0,25, le tout divisé par sigma racine de taux, c'est-à-dire l'ensemble divisé par 0,4 fois racine de 0,25. Et tout ça donne 1,04. D2, c'est D1 moins sigma racine de taux, c'est-à-dire D1 1,04 qu'on vient d'obtenir, moins sigma racine de taux 0,4 fois racine de 0,25. Et tout ça, ça nous donne 0,84. Par lecture d'une table ou par utilisation d'Excel, phi de 1,04 égale 0,85 et phi de 0,84 égale 0,80. On en déduit la prime du call, donc S phi de D1, 120 fois 0,85, moins E exponentielle de moins R taux, c'est-à-dire 100 fois exponentielle de moins 0,02 fois 0,25, que multiplie phi de D2, c'est-à-dire que multiplie 0,80. Et tout cela, ça nous donne une prime du call de 22,54. Maintenant, on imagine que le cours du sous-jacent a un petit peu monté. C'est-à-dire que S, qui au départ était de 120, vaut maintenant 120,8. 120 euros et 80 centimes. Tous les autres paramètres sont inchangés. Dans ce cas, on peut recalculer la valeur de D1 en remplaçant le 120 qui était en bleu par 120,8 et on obtient 0,7. D2 est donc égal à 1,07 moins 0,4 fois racine de 0,25, ça nous fait 0,87. D'après une table ou d'après Excel, phi de 1,07, c'est 0,86, et phi de 0,87, c'est 0,80. J'en déduis la nouvelle prime du call, donc S phi de D1, donc S c'est 120,8 maintenant, fois phi de D1 0,86, moins E exponentielle de moins R taux, donc c'est toujours 100 fois exponentielle de moins 0,02 fois 0,25, que multiplie phi de D2 qui est ici
égale à 0,81 et tout ça nous donne 23,23. Ça veut donc dire que la prime du call a été portée de 22,54 à 23,23. Ça veut dire que la variation de la prime du call, 23,23 moins 22,54, est égale à 0,68. Alors pour trouver cette variation, il n'y a pas besoin de faire tous ces calculs. On pouvait passer par le delta du call. Nous savons que le delta est égal à phi de D1. Ça veut dire que le delta du pôle, c'est phi de 1,04. Nous voyons à droite, c'est 0,85. Donc 0,85, c'est DC sur DS. Par conséquent, DC est égal à 0,85, c'est-à-dire le delta du call, fois DS, par un banal produit en croix. C'est-à-dire, donc, delta C 0,85, que multiplie la variation du cours du sous-jacent, ds, c'est la variation de S, c'est-à-dire 120,8 moins 120,0. Ce qui veut dire que la variation de la prime du call, DC, est égale à 0,85 fois 120,8 moins 120, ça fait 0,8, et 0,85 fois 0,8, c'est bien 0,68 que nous avions obtenu en mettant péniblement 2 fois en pratique la formule de Black-Scholes. Faisons la même chose pour le put. Alors, nous reprenons les mêmes hypothèses. Le cours du sous-jacent grand S est de 120, le prix d'exercice est de 100, la durée restant jusqu'à l'échéance est de 0,25 années, la volatilité du sous-jacent est de 40% et le taux sans risque de 2%. Nous avons vu que dans ce cas, la prime du call était égale à 22,54. Par conséquent, par la formule de la parité call-put, la prime du put va être égale à 22,54, prime du call, moins le cours du sous-jacent 120, plus le prix d'exercice actualisé en continu, c'est-à-dire plus 100 fois exponentielle de moins 0,02 fois 0,25, ce qui nous donne de 0,5. Alors maintenant, nous passons à l'hypothèse dans laquelle le cours du sous-jacent n'est plus de 120, mais de 120,8. Dans ce cas, nous avons vu précédemment que la prime du call s'établissait à 23,23 €. Alors, si la prime du call est de 23,23 €, par la parité call-put, la prime du put va donc être égale à 23,23, prime du call, moins le cours du sous-jacent, 120,8, plus le prix d'exercice actualisé, 100 fois exponentielle de moins 0,02 fois 0,25, ce qui nous fait 1,93. Je constate donc que la variation de la prime du put est égale à 1,93 moins 2,05. Ça veut dire que la variation de la prime du put est de moins 0,12 €. La prime du put a baissé de 0,12 €. Encore une fois, il n'y avait pas besoin de faire tous ces calculs pour obtenir la variation de la prime du put. Il suffit de faire référence à son delta. Nous savons que le delta du put, c'est phi de D1 moins 1, c'est-à-dire phi de 1,04 moins 1. Phi de 1,04, qui était d'ailleurs le delta du call, c'est 0,85. Le tout moins 1, ça nous donne moins 0,15. Ça veut dire que dP sur ds, petite variation de la prime du put pour une petite variation du cours du sous-jacent, c'est moins 0,15. Donc ça veut dire, en faisant encore une fois, pour la dernière fois de cette vidéo, un banal produit en croix, que dP, variation de la prime du put, est égal à delta P fois ds. Delta P, on vient de le voir, c'est moins 0,15, que multiplie ds, c'est 120,8 moins 120. Ça veut dire que dP est bien égal à moins 0,15 fois 0,8, et tout cela, ça nous donne moins 0,12. On retrouve bien le moins 0,12 que l'on avait obtenu en mettant 2 fois en œuvre la formule de Black-Scholes.